Bonjour, bienvenue dans le podcast L'histoire des Germains, des Francs et des Mérovingiens. Je m'appelle Xavier. Et je m'appelle Romain. Abonnez-vous à notre podcast sérieux, Mais pas trop. conçu pour les passionnés d'histoire qui veulent tout comprendre sur ces peuples, leurs aventures, leurs coutumes et leurs territoires durant le premier millénaire. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram et sur notre site internet à meropodcast.fr. Et n'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires ou à nous donner des étoiles sur votre plateforme de balado favorite. Ceci est l'épisode 13, Naissance d'une nation. Pour l'épisode 12, nous avons exploré le détail de la campagne de représailles de 235 perpétrée par l'empereur Maximin le Thrace. Campagne de terreur contre les Alamans qui a dû causer un gros paquet de destruction en Germanie. Une épopée militaire cataclysmique, à en croire les récits romains et les restes de batailles découverts au XXIe siècle. Enfin, cataclysmique ou pas d'ailleurs. Puisqu'après la tempête de destruction de 235, le calme revient apparemment en Germanie, alors que l'Empire romain s'embarque pour de nouvelles aventures, comme nous allons le voir. Et c'est dans ce contexte un peu troublé que nous allons assister à l'apparition de nos héros francs. Et oui, il était temps, diront certains. Explorons donc cette arrivée mystère du peuple qui va devenir le fil conducteur de notre histoire. La victoire de Maximin le Thrace en Germanie a dû être massive. Les textes romains, comme les restes archéologiques mis à jour en 2008, confirment que l'Empire a dû mener une campagne de destruction violente sur une large portion du territoire de la Germanie cette année-là. Et en même temps, sans doute pas tant que ça en fait, si on y regarde de plus près. D'abord, les auteurs romains ne nous disent plus rien au sujet de la frontière du Rhin pendant plusieurs années, comme si tout s'était réglé comme par enchantement. Alors, c'est sans doute un effet d'optique, puisque comme on l'a dit, à partir du moment où ce qui se passe ailleurs n'impacte pas directement Rome, les auteurs ont vite fait de reléguer le sujet aux oubliettes. Soyons réalistes, on peut faire le pari qu'il s'est passé un paquet de choses dans le monde germanique. Son organisation, ses clans, ses alliances, enfin, toute la société a dû se recomposer assez différemment après le passage de la tornade Maximin et la double bataille de 235. Mais de tout ce chaos, aucune trace dans nos sources malheureusement. Mais il y a un phénomène plus profond que le silence des auteurs romains sur la recomposition politique outre-Rhin. Fondamentalement, la campagne de Maximin n'a rien vraiment changé à la situation entre Rome et la Germanie. Seulement quelques années après cette campagne, et on retrouve les mêmes Alamans, aussi agressifs qu'en 235, toujours prêts à s'attaquer aux limes et apparemment pas aussi ruinés que les auteurs ont pu nous le laisser croire. La raison est toute simple. Une campagne militaire de quelques mois, aussi sanglante et brutale soit-elle, ne provoque pas la destruction complète d'une région. Quels que soient les propos enthousiastes des auteurs romains, il est peu probable que Maximin le Thrace ait vraiment massacré la totalité ou la quasi-totalité de la population de la Germanie. On parle tout de même d'un monde vaste de milliers de kilomètres carrés avec une population estimée à 3 ou 4 millions d'habitants. Même si les légionnaires romains avaient été les pires bouchers de l'histoire, ce qui est hautement improbable, ils n'ont pas pu éradiquer un monde aussi vaste, ni réduire en esclavage tous ces clans, et ni massacrer une portion absolument significative de la population. Les forces et les faiblesses des deux mondes restent à peu près les mêmes après le retrait des Romains. Car les raisons fondamentales qui ont rendu possible les raids et les pillages, que ce soit l'état des défenses de Rome, la culture du pillage de la société germanique ou les équilibres démographiques et économiques entre les deux zones, tout cela n'est pas définitivement transformé en l'espace d'un seul été. On a toujours des Germains agressifs et pas du tout sous contrôle qui vivent outre-Rhin.
Ils ont sans doute été affaiblis par la campagne de Maximin le Thrace, mais seulement momentanément et partiellement. Dans le fond, rien n'a changé côté germain en ce milieu du IIIe siècle. À l'Est, rien de nouveau. Par contre, chez les Romains, c'est carrément une autre histoire. Oui, car les décennies qui suivent la campagne de Maximin le Thrace sont marquées par une crise sans précédent à Rome. On appelle ça communément la crise du IIIe siècle. Une succession de catastrophes économiques, sanitaires et sociales qui vont secouer l'Empire de fond en comble. Et pour couronner le tout, une crise politique profonde se rajoute par-dessus, vu que l'armée, ou en tout cas les armées, viennent participer à la grande pagaille. Il faut dire que l'idée s'est imposée dans la Légion au fil du temps, qu'en suivant son propre général proclamé empereur, le quidam romain a une bonne chance de gagner le jackpot. L'extension incroyable des forces armées et l'instabilité générale de l'Empire avec les crises diverses de ce siècle permet aux officiers les plus malins de tenter leur chance à un rythme jamais vu. Et c'est donc une succession improbable d'empereurs qui défilent sur le trône en l'espace de quelques années. Gordien I, Gordien II, Balbin, Pupien, Gordien III, Philippe l'Arabe, Dès. Un défilé d'empereurs ou d'usurpateurs qui s'installent successivement sur le trône, parfois seulement quelques mois, voire quelques semaines. Et qui, pour la quasi-totalité d'entre eux, meurent rapidement. Et plutôt de mort violente d'ailleurs. Car bien sûr, ces disputes successives se règlent souvent à coups de bataille rangée, avec des légions mobilisées pour les guerres civiles, plutôt que de s'occuper des menaces extérieures. Or, au même moment, des fois que les choses n'aillent déjà pas assez mal, on assiste au grand retour des conflits aux frontières, qui ne s'étaient calmés que momentanément. Les guerres repartent aux quatre coins de l'Empire, avec les grandes invasions gothiques sur le Danube, et à l'Est, la reprise de la guerre contre les Sassanides. Des voisins parfaitement conscients de la richesse générale de cet empire, comme de l'affaiblissement politique et militaire de Rome. Pour résumer, la crise du IIIe siècle est un moment critique pour l'Empire. La puissance de Rome va vaciller sous les coups internes et externes qui se succèdent pendant les décennies après la campagne de Maximin le Thrace, au point où l'Empire est à deux doigts littéralement de s'écrouler. Et ceci explique sans doute le silence relatif des auteurs à propos de la frontière du Rhin. En fait, il y a carrément d'autres chats, ou plutôt d'autres barbares à fouetter à cette époque. D'autres problèmes qui occupent plus Rome que les pillages à petite échelle de part et d'autre du Rhin. Ça continue sûrement de plus belle, mais ça n'apparaît plus qu'en filigrane de l'histoire romaine, trop occupée par la guerre civile et les autres frontières. Et pourtant, c'est là, tout à coup, qu'au détour d'une biographie parlant de la jeunesse de l'empereur Aurélien, on apprend l'air de rien l'arrivée des Francs. Eh oui, les Francs arrivent dans notre histoire un peu par hasard, presque en catimini. Enfin peut-être. L'histoire auguste qui relate l'événement doit être prise, comme on l'a dit, avec beaucoup de prudence, voire une énorme dose de scepticisme, tant certains passages sont clairement remplis d'approximations, voire d'affabulations, comme les 2,40 m de Maximin le Thrace, pour ne citer qu'un seul exemple. Mais passons. Les Romains commencent à mentionner la présence de Francs au milieu du IIIe siècle, et on va retenir l'hypothèse habituelle qui positionne leur apparition précise avec Aurélien. C'est-à-dire quelque part entre 240 et 250 en suivant l'histoire auguste, vu que l'exactitude douteuse de ce texte ne change rien à l'affaire en fait. Alors, présentons brièvement notre héros. Aurélien est un officier romain, encore un homme des Balkans, comme c'est la mode depuis le début du IIIe siècle. C'est un Illyrien précisément. Autant qu'on puisse en juger, il a dû commencer sa carrière dans les années 30, possiblement avec Maximin le Thrace en Germanie, mais pas sûr. Aurélien fait en tout cas partie de ces jeunes officiers originaires de l'Europe de l'Est qui commencent leur carrière dans la première partie du IIIe siècle et qui un jour prendront le contrôle de l'Empire. Mais ça, c'est une autre histoire. Quoi qu'il en soit, les sources romaines le décrivent comme l'officier d'exception qui va gravir successivement tous les échelons de la hiérarchie romaine en parcourant les champs de bataille de Germanie et du Danube. Notre homme va démontrer des qualités extraordinaires de guerrier qui le propulseront un jour à la tête de l'Empire à la force de son poignet. Littéralement d'ailleurs,
puisqu'on lui donnera tardivement le surnom de épée à la main. En attendant son heure de gloire, on lit dans l'histoire auguste que le jeune officier réalise des prouesses sur le front du Rhin. Et je cite ce texte. De même, lorsqu'il était à Mayence, tribun de la 6e légion, la Gallicane, il écrasa complètement les Francs, qui avaient fait irruption en Gaule et erraient dans tout le pays, tuant 700 d'entre eux et en capturant 300, qu'il vendit comme esclaves. Et ainsi, une chanson fut composée de nouveau à son sujet. Des Francs, des Sarmates par milliers, nous en avons encore et encore tué. Maintenant, nous allons chercher des milliers de Perses. Oui, le gros stéréotype. En France, tout finit par des chansons. Sans compter les chiffres bien ronds, 700 plus 300 égale 1000. Bref, sérieusement, comme ça, l'air de rien, une nouvelle tribu apparaît dans les textes romains. Pas d'explication, pas de détails. Juste un peuple sorti de la manche de leur toge et qui entre directement dans le top 10 des pires ennemis de Rome. Au même niveau que les Gauls, les Sarmats et les Perses. C'est toujours la même histoire avec les Romains. Tant que vous n'êtes pas dans le radar immédiat de leur guerre, aucun intérêt pour les historiens antiques. En tout cas, concernant les Francs, on a vu plus glorieux comme façon de faire son entrée dans l'histoire, non ? Oui, c'est vrai. Le massacre d'une bande de Francs par le futur empereur est sans doute l'histoire fondatrice d'un peuple la moins glamour qu'on puisse imaginer. Zéro contexte et pas de date précise. Juste une énième opération de pacification en Germanie dont les Romains ont le secret. C'est tout, sauf une arrivée triomphale dans l'histoire avec un grand H. Mais passons. Qu'est-ce qu'on peut dire, malgré la sécheresse de ces premiers textes, sur ces hommes et leur venue ? La réponse classique des auteurs du Moyen-Âge, et que les historiens du XIXe siècle ont repris, est celle du peuple singulier. Un groupe ethniquement pur, surgissant un beau jour de Pannonie, c'est-à-dire la Slovaquie actuelle à peu près, pour venir s'installer aux frontières de la Gaule le long du Rhin. Super histoire donc. Super histoire qui en rejoint d'autres tout aussi fabuleuses sur la naissance et la migration des Goths ou des Burgondes en provenance d'îles mythiques de Scandinavie pour venir déferler sur la Germanie puis l'Empire. Ces théories sur l'origine des peuples germaniques ont été acceptées pendant très longtemps comme un fait historique établi. Déjà, parce que ça collait bien avec des textes qui, à défaut d'être contemporains, étaient anciens et donc soi-disant justes. Mais en plus, ça fonctionnait bien avec les idées en vogue du 19e ou du début du 20e siècle. Une époque où on voulait absolument assigner une origine distincte aux différents peuples européens modernes. Mais un texte ancien peut être tout autant rempli d'erreurs qu'un nouveau. Et toutes ces théories, passées au crible de la recherche historique et archéologique, se sont révélées sans le moindre fondement. Et oui, contrairement à une idée encore populaire, cette histoire de migration géante du peuple des Francs est désormais unanimement rejetée par la communauté scientifique. Aucune trace d'un grand déplacement d'un grand ou d'un petit peuple des Francs n'a pu être identifiée. Pas plus qu'un grand remplacement des tribus préexistantes en Germanie à cette époque. On n'a pas trouvé trace d'une nouvelle culture, d'un nouvel art, de nouvelles structures d'habitat ou tout autre reste archéologique qui marquerait l'arrivée fracassante d'une nouvelle ethnie en ce IIIe siècle. Ni avant, ni après d'ailleurs. Ok. Aujourd'hui, plus aucun archéologue ou historien sérieux ne croit à l'arrivée en masse d'une tribu géante, issue des rives du Danube ou de la Scandinavie, pour expliquer la naissance des Francs. Pour la communauté scientifique, cette idée est une pure construction tardive, inventée au Moyen-Âge, mais sans la moindre base historique. Mais alors, quelle hypothèse peut-on faire pour expliquer l'arrivée de ces nouveaux venus ? Comment un peuple, qui n'existait pas, se retrouve tout à coup aux portes de l'Empire du jour au lendemain ? La réponse, qui a été longtemps débattue par les historiens, et le reste encore pour ses mécanismes précis de fonctionnement, est tout à fait différente de ces jolis mythes fondateurs. Les Francs sont probablement le produit d'une confédération de tribus déjà existantes, localisées entre les fleuves allemands du Rhin et du Weser. Une grande ligue fluctuante qui a regroupé peu à peu des clans et des tribus déjà présents à l'époque de Tacite et vivant sur le territoire actuel de l'Allemagne du Nord-Ouest et des Pays-Bas. Au risque d'ébranler certaines certitudes, les Francs ne sont probablement que le produit d'une recomposition de tribus et de clans disparates. Une hybridation progressive de groupes de Germains, de migrants et de peuples vaincus de la région, qui se sont regroupés dans cette union
par un melting pot progressif. L'explication la plus probable, même si là encore on en est rendu à des hypothèses, c'est que ce qu'on appelle l'ethnogénèse des Francs, c'est-à-dire le processus de construction de ce peuple, est le résultat de deux grands phénomènes principalement. Le premier, c'est le mouvement de population massif qui se produisent dans tout l'espace germanique en ce début de millénaire. Des mouvements de population progressifs qui partent des régions situées dans le nord-est de l'Europe et qui par effet domino poussent les clans et les tribus à s'éloigner de l'épicentre. Leur déplacement met la pression sur leurs voisins directs qui, à leur tour, se mettent en mouvement et repoussent les autres et ainsi de suite. Les théories restent ouvertes sur les raisons fondamentales de ce phénomène, que ce soit des changements climatiques déséquilibrant les rendements agricoles de certaines régions, ou au contraire, une poussée démographique spécifique d'une partie du monde germanique. Mais quelles que soient les raisons véritables, ces migrations qui se sont déroulées sur des siècles semblent s'accélérer à partir du IIIe. Et ces mouvements profonds vont venir déstabiliser la structure tribale existante et renforcer les regroupements. Et le deuxième paramètre, c'est bien sûr Rome. Rome qui sert de digue contre ces mouvements de population plus larges, avec son limès bien ordonné et à peu près étanche. Et Rome qui contribue aussi aux recompositions locales avec sa politique interventionniste en Germanie. Soit en débarquant directement sur les territoires voisins, comme Maximin le Thrace, ou encore en distribuant de l'or pour contrôler des chefs et des tribus capables d'imposer la paix derrière le limès et garantir de bonnes relations commerciales entre l'Empire et la Germanie. Cela remet ainsi en cause l'image d'Épinal de la construction du pays par le grand et valeureux peuple des Francs. Une hybridation en grande confédération de morceaux de tribus cassés, oui. Que ce soit par les mouvements de population d'un côté ou l'interventionnisme romain de l'autre. On peut donc se hasarder à faire l'hypothèse que Rome a involontairement participé à la création de grandes confédérations, qui vont devenir ses pires ennemis dans les siècles à venir. Ce qui est un peu ironique, n'est-ce pas? Mais bon, d'un autre côté, c'est quand même un peu réconfortant de savoir que l'Empire finit par récolter ce qu'il a semé, au bout d'un moment. Et pourtant, c'est probablement ce qui s'est passé. Car ces grandes ligues germaniques, comme les Francs, ont dû se constituer comme des entités militaires par la force des choses. Car quand on y réfléchit, une seule institution était capable de transcender les divisions claniques, voire tribales. Une seule organisation pouvait développer assez de puissance pour se mesurer aux ennemis et aux dangers venus de droite et de gauche. Un seul mécanisme pouvait unir des hommes qui, historiquement, ne se mélangeaient pas facilement entre eux. Le seul outil dans la panoplie germanique s'appelait évidemment les bandes de guerriers. Les bandes, historiquement conçues pour mener des raids limités contre les autres tribus, avaient la méthode pour unir des hommes prêts à se battre sous une seule bannière. Ils avaient les mécanismes pour dépasser les barrières entre clans et unifier des hommes avec l'appât du gain ou juste l'instinct de survie. Et à leur tête, les fameux chefs de guerre. Des chefs qui, comme on l'a dit, ont toujours existé en fait, ralliant des troupes lors des assemblées et jouant le rôle de mercenaires sous l'égide des tribus. Mais à partir de ce moment, avec les bouleversements démographiques en cours et l'influx d'or venant de Rome, il semble que ces chefs vont peu à peu prendre progressivement une toute autre envergure, au point de devenir la véritable autorité des tribus. De petits chefs de pillards qu'ils ont toujours su être, les chefs de bande germaniques se voient tout à coup prendre les commandes de la société qui ne peut plus fonctionner sans un surcroît d'autorité et de puissance concentré dans quelques mains et financé par l'or de Rome. Des hommes capables de rassembler des groupes de combattants d'une taille suffisante pour faire face aux nouveaux défis de partage de terres ou de capture de ressources nécessaires à la survie, même par des solutions violentes. Et avoir une bande de gros bras qui sait se battre ensemble peut s'avérer utile, quand l'instabilité semble se généraliser un peu partout autour de vous. Des hommes que les Romains vont bombarder du titre de roi, nouveau concept pour eux, mais qui fonctionne bien pour un Romain. Et c'est ainsi que les différentes ligues germaniques, et dans notre cas la Ligue des Francs, commencent à apparaître en cette deuxième partie du IIIe siècle. Pas comme une nouvelle tribu qui se distinguerait nettement des tribus existantes, ni comme une culture originale ou une civilisation particulière, mais plutôt comme une vague association de clans qui, en retenant durant plusieurs décennies différentes formes d'identité tribale spécifiques,
vont progressivement se faire cataloguer comme faisant partie des Francs. Une ethnogénèse progressive qui se superpose et remplace peu à peu la vieille identité tribale décrite par Tacite. Une association, donc, de malfaiteurs diraient les Romains, mais une association quand même, avec pas mal de flou sur l'identité des participants et la composition précise de ses membres et de son leadership, qui finira un jour par constituer une identité à part entière. Oui, enfin, en mots simples, ça veut dire que Hermann et ses cousins de la moyenne vallée du Rhin ont enfin fini par réaliser ce que les autres Germains du Sud, Alamans en Pays Souabe ou les Marcomanns en Bavière, ont réalisé depuis belle lurette quelques décennies plus tôt. Comme quoi, parfois, la taille, ça compte. Ils ont enfin compris qu'une union des forces dépassant les vieilles divisions tribales leur donnait plus de poids pour survivre dans le monde compliqué du IIIe siècle. Alors, si on met de côté leurs racines pas très glorieuses, qu'est-ce qu'on peut dire d'original sur les Francs, Xavier ? Pas grand-chose vraiment. Un nouveau nom peut-être ? Un nom absolument pas original d'ailleurs. Comme les Alamans, dont l'appellation fait probablement référence à une union dite de tous les hommes, Alemann en allemand moderne, Franc est sans doute le terme issu de la langue germanique primitive qui peut se comprendre comme hardi ou courageux. Une espèce de qualificatif donc, plus qu'une création brillante. Un simple adjectif avec une signification évidente à cette époque pour les caractériser spécifiquement par rapport à leurs différentes tribus d'origine. Et pour la culture, c'est encore pire en quelque sorte. Quel que soit l'angle que l'on choisisse, la langue, l'habillement ou l'armement, rien ne distingue vraiment les Francs du reste des Germains vivant dans la région. Sinon qu'on les appelle d'un nom distinct, rien dans les textes ni les traces archéologiques ne permet de différencier strictement ce peuple des autres tribus de la région Rhin-Vézère. Et pour cause. Il n'y a sans doute rien de très particulier à distinguer, vu qu'aucun élément déterminant et différent de ce qu'on trouve dans la région n'a jamais pu être prouvé. La question reste encore débattue à ce jour, mais tout semble indiquer qu'aucun apport extérieur, aucune nouveauté culturelle ou matérielle se cacherait derrière la naissance des Francs. Ce qui est assez logique au vu des hypothèses sur l'ethnogénèse de ce peuple, qui veut que ce sont les hommes et les femmes de la région qui s'agrégeront sous une seule bannière commune pendant ce IIIe siècle pour fonder cette confédération. Pas d'un seul coup, mais progressivement, en abandonnant même leurs noms originaux pour se mélanger peu à peu dans un ensemble plus grand, mais sans créer ou amener quoi que ce soit de véritablement neuf ou différent. Bien entendu, tout cela reste hypothétique dans une certaine mesure, vu que l'absence de preuves ne démontre pas l'inexistence d'un phénomène. En gros, on n'a peut-être pas retrouvé les traces ou les preuves matérielles qui démontreront un jour une origine ou des racines culturelles spécifiques au monde franc du IIIe siècle. Peut-être trouvera-t-on ces traces un beau matin, à la manière du champ de bataille du Harzorn. En attendant, l'hypothèse la plus simple à la naissance extraordinaire de ce peuple, c'est qu'il n'y a absolument rien d'extraordinaire. Reprenons. On a plusieurs éléments à mettre bout à bout. Leur nom commun, très banal, plutôt un surnom d'ailleurs qu'une appellation d'origine contrôlée, puis leur apparition, très progressive sur les rives du Rhin, et l'absence totale de toute trace de bouleversement ethnique ou culturel qui les caractériserait. Tout ça plaide pour la naissance d'un groupe à partir de l'existant. Pas de l'arrivée d'une horde sauvage de l'autre côté du monde, si je comprends bien. À défaut d'une belle et grande histoire de race soi-disant pure, ce processus pas très glamour, mais beaucoup plus cohérent, explique la naissance très progressive de ce nouveau peuple, quasiment imperceptible dans les textes romains. Cette réalité, un peu terne et pas très épique, a eu du mal à s'imposer aux chroniqueurs du Moyen-Âge, mais aussi aux savants et aux idéologues du XIXe siècle, que cela n'arrangeait pas vraiment. Et peut-être que nous aussi, on reste un peu déçus de ne pas avoir une super histoire fabuleuse derrière la naissance des Francs. N'est-ce pas ? Peut-être, sûrement même. Le nom même de notre pays moderne nous rattache à ce peuple obscur, sorti du IIIe siècle, et dont nous nous sentons un peu les héritiers. Et avec cette filiation totalement imaginaire, vient aussi une forme rassurante d'identité intangible et éternelle. Identité qu'on peut consciemment ou inconsciemment imaginer extraordinaire et brillante. Mais c'est peut-être mieux que de laisser tomber le mythe finalement et de regarder la réalité en face.
Les Francs n'avaient absolument rien de si unique à proposer par rapport à leurs prédécesseurs ou à leurs voisins germaniques. Ni invention, ni armement, ni apport culturel qui les distinguerait particulièrement. Et pire, pour se projeter un instant sur la suite de ce projet, leurs lointains successeurs, qui seront à la base de la civilisation mérovingienne, n'ont pas non plus, sur le papier, beaucoup de choses à apporter comme contribution à l'histoire mondiale ou à la culture française. Nous en reparlerons. Mais les Mérovingiens abandonneront bien vite leur religion païenne pour le christianisme, leur langue germanique pour le latin, et leur système légal et culturel basé sur l'oral pour une société gallo-romaine de l'écrit. Au final, de la culture germanique des Francs, on peut objectivement se demander quelle espèce d'héritage trouve-t-on dans le pays moderne qu'est la France. Quelques prénoms amusants de rois et de reines ? Enfin, peut-être l'histoire des Francs et des Mérovingiens tire son originalité de son manque de brillance, justement. Les Francs et leurs descendants mérovingiens ne sont pas extraordinaires par la spécificité de leur ADN ou la singularité de leurs inventions. Ils vont réussir à prendre une place dans l'histoire parce qu'aussi loin qu'on puisse retrouver leurs origines, ceux qu'on appelle prétendument nos ancêtres sont des débrouillards qui ont su construire une union improbable de perdants et de réfugiés aux frontières du Limès. C'est moins glorieux que les mythes fabuleux d'un peuple unique et formidable, mais cette création chaotique est sans doute plus intéressante à découvrir, si on y réfléchit un peu, et tout aussi méritoire. Le véritable héritage qu'ont laissé nos lointains ancêtres les Francs à leurs descendants, c'était peut-être juste le système D. Et c'est déjà pas mal. Merci d'avoir écouté cet épisode de L'histoire des Germains, des Francs et des Mérovingiens, le podcast dédié à l'histoire de France durant le premier millénaire. N'hésitez pas à nous contacter sur meropodcast.fr@gmail.com et rendez-vous au prochain épisode.